Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis hier, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux et qui aujourd'hui entraîne une grosse polémique dans les milieux afro, notamment en France. Je t'invite à regarder un extrait tout de suite. Se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur. Comme tu peux le constater, il s'agit effectivement de deux scientifiques dans le domaine de la médecine qui s'entretiennent sur un plateau de télévision dans une chaîne à très grande écoute en France. Et l'un d'entre eux propose à l'autre d'aller tester les vaccins BCG pour le coronavirus sur les populations africaines. Ceci, bien évidemment, a entraîné un gros tollé de la communauté dans laquelle plusieurs personnes disaient que mais nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas, je sais pas moi, c'est pas sur nous que vous allez venir tester vos vaccins mortifères, ainsi de suite. D'autant plus que depuis quelques jours, il y a pas mal de rumeurs qui annoncent la création de vaccins pour pouvoir venir les tester en Afrique, mais qui auraient pour but de tuer massivement les populations africaines. Ça, c'est une autre chose. Donc, dans cette ambiance-là de suspicion, venir faire une telle intervention, bien évidemment, a juste été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, depuis lors, il y a énormément de réactions dans la communauté noire et notamment beaucoup de gens qui proposent de signer des pétitions. Ça, c'est quelque chose que je revois dans beaucoup de groupes depuis hier. Et dans cette vidéo, je vais en choquer plus d'un parce que malheureusement, une fois de plus, j'ai le sentiment que nous nous trompons de combat. J'ai le sentiment que nous sommes encore en train de faire des choses totalement inefficaces. Et dans cette vidéo, je vais parler très clairement de ce que je pense de cette situation-là et de ce qui, à mon avis, est la réelle réponse que nous devons apporter pour que ce type d'attitude ne se reproduise plus. Donc, pour cette vidéo, spécialement, âme sensible, s'abstenir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu business. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui spécialement, je devais faire une vidéo dans laquelle je devais te partager 5 business à lancer en ligne puisque depuis lundi, on avait fait pas mal de business comme ça pendant cette période de confinement pour t'aider à lancer un business en ligne. Mais aujourd'hui spécialement, changement de programme, vidéo annulée et remplacée par celle-ci parce que j'estime que l'heure est grave. Et il est important de revenir sur cette polémique naissante et d'apporter mon point de vue. D'autant plus qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une forte audience qui écoute ce que je dis. Donc, plusieurs personnes commencent à me demander qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela, est-ce que tu veux signer telle pétition? Je me suis dit plutôt que de répondre individuellement à des centaines de demandes, faisons une vidéo, clarifions les choses, livrons notre position et puis parlons-en. Parce que oui, ce soir, en direct, à 22 h sur la chaîne, on va avoir un grand débat en direct. Tu pourras appeler pour donner ta position sur ce sujet. Mais dès maintenant, je préfère te donner la mienne. Le mépris affiché dans cette vidéo est évident, d'accord? Donc, on ne va même pas revenir là-dessus parce que ce genre de scènes, malheureusement, sont répétitives sur les médias. Et ces scènes-là, malheureusement, une fois de plus, ne sont pas sanctionnées, ne sont pas censurées. Et les auteurs de ces propos-là continuent bien évidemment d'exercer leur métier dans l'absolue liberté. D'ailleurs, tu auras remarqué que depuis que ces propos ont été tenus à la télévision, aucun article dans un journal, aucun présentateur, aucun chroniqueur sérieux n'est revenu dessus pour pouvoir dénoncer ces propos-là. La vie continue simplement parce qu'en fait, en réalité, ce qui a été dit là n'a choqué
personne, du moins pas grand monde, à part la communauté noire. Les propos qui ont été tenus sont bien évidemment abjects. Les comparaisons faites entre l'Afrique et la prostituée sont inacceptables. Et bien évidemment, ce qui couronne le tout, c'est que ce n'est pas la première fois que l'on entend ce genre de dérapage dans la télévision française ou même venant d'une autorité française type un président de la République. Je ne parle pas bien évidemment de Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire, ou même encore récemment d'Emmanuel Macron qui disait que les Noirs ne peuvent pas se développer tant que leurs femmes font 7 à 8 enfants. Donc il y a comme ça une condescendance et un mépris récurrent que l'on retrouve notamment dans les élites françaises vis-à-vis des Noirs et de l'Afrique. Plutôt que de s'indigner comme on a l'habitude de le faire sans que ça ne produise aucun effet, je propose plutôt d'avoir aujourd'hui une analyse différente de la situation. Essayons d'abord de comprendre d'où vient ce mépris-là et ensuite, dans une seconde partie, voyons ce que l'on peut faire ensemble pour que ça change. Donc pour l'origine, je tiens à te préciser, si tu ne le sais pas, que le système éducatif en France est assez particulier par rapport à son histoire vis-à-vis de l'Afrique. Le système français, même si je n'ai pas étudié dedans, dans les classes collège, maternelle, primaire, tout ce que tu veux, parce que moi je suis arrivé là uniquement pour mon cycle d'ingénieur, je me suis quand même un tout petit peu renseigné justement pour comprendre d'où pouvait venir cette méconnaissance et cette grande ignorance au sujet de l'Afrique. Et bien je me suis rendu compte que c'est clairement bien fait depuis le système académique, depuis le système éducatif. Il faut se rendre compte qu'on a supprimé dans l'enseignement aujourd'hui en France tous les chapitres qui avaient trait à l'époque glorieuse de l'Afrique. Tu sais, entre le 9e et le 16e siècle, quand l'Afrique était dans son âge d'or, à l'époque où l'Europe végétait encore et que l'Afrique était vraiment rayonnante, avec de grands royaumes comme le royaume Songhai, le royaume du Mali et bien d'autres royaumes. Ça, ce n'est plus du tout enseigné dans l'éducation nationale française. En réalité, le premier contact qu'un enfant a avec l'Afrique, c'est quand il est au collège et il apprend quoi? La colonisation. Donc le premier contact que les Occidentaux aujourd'hui ont quand ils entendent parler de l'Afrique, c'est la colonisation et qui leur est présentée comme étant quelque chose de positif. La mission civilisatrice occidentale qui allait pour civiliser les petits indigènes noirs pour leur montrer comment la vie devait se faire. Et donc comme c'est ça le premier contact qu'ils ont avec l'homme noir et que c'est enseigné comme ça à l'école, eh bien qu'est-ce que tu veux? Ça dénote forcément d'une certaine supériorité et tout le monde, toute l'histoire qu'on va leur présenter après est biaisée, elle est faussée et donc il faut faire un supplément de recherche pour pouvoir se rendre compte de la vérité. Donc en réalité, le véritable mal qui prédomine dans la société occidentale, au-delà du mépris, c'est l'ignorance. Et tu sais, comme j'aime souvent le rappeler, la plus grave des maladies dont un homme peut souffrir, c'est l'ignorance. Et nos amis occidentaux sont très ignorants en ce qui concerne l'Afrique. Oui, parce que nos amis occidentaux ignorent que l'or dont l'Europe a eu besoin pour se développer avant d'aller trouver de l'or en Amérique latine provenait d'Afrique. Jusqu'au XVIe siècle, c'est en Afrique que les Européens venaient chercher de l'or. Et d'ailleurs, c'est avec cet or-là qu'ils ont pu financer leur campagne dans le monde entier, notamment en Asie, sur les côtes de l'Afrique et même jusque dans l'océan Indien. L'or du Zimbabwe, par exemple, avait inondé l'océan Indien. Oui, pour ceux qui pensent que l'histoire de l'Afrique démarre avec la colonisation, sachez que bien avant la colonisation, l'Afrique prospérait. Et je tiens à le préciser, quand l'Afrique prospérait, l'Europe végétait. Elle vivait dans la galère et dans la misère. Il y a eu cette époque-là, et ça peut sembler invraisemblable, n'est-ce pas? Là où le centre, l'économie, le rayonnement n'était pas du tout en Europe, et ces Européens-là venaient en Afrique pour chercher des bouts de pain. Parce que réellement, l'Afrique à ce moment-là dominait toutes les sphères qui pouvaient se faire, que ce soit celle de l'histoire, de la science, de la politique, tout ce que tu peux avoir se trouvait en Afrique. D'ailleurs, il y a même eu des chercheurs occidentaux qui sont arrivés pour la première fois en Afrique et quand ils ont vu les constructions qui existaient, ils se sont dit c'est impossible que des Noirs aient pu construire ça. Forcément, il y a certainement eu ici quelques centaines d'années avant des Blancs qui sont venus pour pouvoir construire tous les monuments que l'on a ici. Voilà comment est-ce que l'histoire a été déformée à plusieurs endroits avec pour logique et volonté de toujours ramener la gloire du côté du blanc. Et ce faisant donc, même en reniant ce que la science la plus basique pouvait démontrer de manière évidente. D'ailleurs, tout ceci a éclaté au grand jour avec les travaux de Cheikh Anta Diop, un scientifique émérite et l'un des tout meilleurs de sa génération qui a mis à nu devant le monde entier toutes les mascarades qu'il y avait eu pendant des siècles et des siècles dans lesquels on a continué d'essayer de falsifier l'histoire. Tu connais bien ce qui se passe quand c'est le chasseur qui raconte l'histoire du lion. Il la raconte toujours bien évidemment en sa faveur. Et donc c'est ce qui s'est clairement passé. L'Occident pendant longtemps a déformé l'histoire, a continué de la cacher. D'ailleurs,
d'ailleurs essaie de continuer de le faire puisqu'aujourd'hui, les vérités ne sont pas rétablies dans les programmes académiques. La partie honteuse de l'histoire, pas que française, mais occidentale, est clairement cachée parce qu'il n'y a pas que la France qui s'est sali les mains dans cette histoire. On a tendance souvent à l'oublier, mais tous les pays européens ont plongé la main dans cette affaire et aujourd'hui, ils le cachent désespérément. Cheikh Anta Diop a mis à nu le fait que l'Égypte ancienne n'était pas blanche comme on nous l'a vendu, mais noire. Et il l'a démontré de manière scientifique. Mais pas que ça. Il a été démontré que plusieurs grands mathématiciens et scientifiques européens, type Pythagore et Thalès, sont allés s'asseoir en Égypte pour apprendre la science et aujourd'hui sont considérés comme étant les génies qui ont inventé des choses qu'ils ont simplement copiées ailleurs. Le fameux théorème de Pythagore qu'on nous a tous appris et qui ne sert pas à très grand chose en réalité, qu'on appelle encore théorème de Pythagore, il est connu de tout le monde que ce théorème n'appartient pas à Pythagore et que bien avant que Pythagore ne parle de ce théorème-là, plus de 1000 ans avant, des parchemins démontrent qu'on parlait déjà de ce théorème-là à deux endroits, en Mésopotamie et en Égypte. Mais ça, bien évidemment, on a oublié tout ça, on a quand même décidé d'appeler le théorème Pythagore. Tu vois comment est-ce qu'on veut déformer l'histoire? Oui, parce que beaucoup d'Occidentaux, malheureusement, sont totalement ignorants du fait que les mathématiques ont trouvé leur berceau en Afrique. Si tu parles de l'os d'Ishango ou même de la grotte de Blombos, beaucoup de gens vont croire que tu es en train de parler de contes de fées, alors qu'on parle là bien évidemment de preuves scientifiques aujourd'hui qui démontrent que la base, le fondement de la science, des mathématiques et même de la recherche en général tirent leurs origines de l'Afrique. Mais peut-être que tout ce que je dis là est très lointain, d'accord? Revenons même à des choses beaucoup plus proches. Beaucoup de nos compères ici ignorent aussi la France-Afrique. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas quels sont les mécanismes qui ont été mis en place par le général de Gaulle. Ils ne savent pas que le général de Gaulle, qui est apprécié et vénéré en Occident, pour les Africains, est l'un des pires criminels qui soit. Autant on décrit Hitler, Mussolini en Occident, autant les Africains, notamment francophones, décrient l'œuvre du général de Gaulle parce qu'il a bien évidemment sur les mains énormément de sang. Oui, parce que bien évidemment, le grand général de Gaulle, avec son bras droit, Pierre Faucard, ont mis sur pied la France-Afrique, ce système dans lequel ils ont décidé de donner aux Africains des indépendances factices en tuant tous les nationalistes qui voulaient réellement qu'il y ait une véritable indépendance et en mettant des pantins au pouvoir parce qu'au moment des indépendances, comme dans tous les pays, il y avait un groupe de personnes qui disaient qu'ils sont pour les indépendances radicales et il y avait un groupe de personnes qui disaient qu'ils sont contre. Dans tous les pays, d'accord, même en Europe, tu as l'extrême droite, non, qui est toujours contre tout ce que les autres proposent. Il y avait donc bien évidemment aussi en Afrique ce genre de personnes qui disaient non, nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance, nous voulons la tutelle, nous voulons l'assistance française. Mais face à la pression de la population, on a donc décidé de faire une sorte de stratagème dans laquelle on a dit ok, on va signer des papiers, d'accord? On vous donne l'indépendance, mais en dessous de la table, on a mis une chaîne à ton pied et on te tient par cette chaîne-là. Donc, de manière officielle, tu es libre, mais dans les faits, tu es enchaîné. Et pour s'en assurer, ils ont donc mis au pouvoir, en tuant tout ce qui pouvait réellement incarner une véritable politique de différenciation, comme Sylvanus Olympio, comme beaucoup d'autres nationalistes dans plein de pays africains, ils ont tous été assassinés pour permettre que le système de la France-Afrique puisse prendre place. Et qu'est-ce que ce système? C'est un système qui est invisible en réalité, mais dont tu ressens les effets. C'est un système dans lequel, par exemple, pour pouvoir maintenir les pays en esclavage, on a décidé de barricader leur domaine économique et leur domaine politique. Le politique, en mettant des gens qui, effectivement, ne voulaient pas se battre pour les indépendances, mais l'économique en s'assurant que les pays africains ne fabriquent jamais rien. Parce qu'on sait très bien qu'un pays qui ne fabrique rien ne peut pas se développer. Donc on s'est assuré que les pays africains ne fabriquent rien et que toutes leurs industries, même quand elles sont implantées localement, appartiennent à des entreprises multinationales, étrangères, des pays des colonisateurs. Mais ce n'est pas tout. On s'est assuré que ces pays-là aient des concessions sur 50 ans, parfois même 100 ans d'exploitation. Tu as donc par exemple le groupe Lafarge qui, dans des pays comme le Cameroun, a des sociétés qui s'appellent Cimencam, Cimenterie du Cameroun. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une entreprise nationale. C'est un peu comme EDF, Électricité de France. C'est naturel pour toi que ce soit une entreprise d'État. Eh bien non, au Cameroun, la supercherie, c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui se terminent par CAM, pas qu'au Cameroun, dans beaucoup de pays africains, mais en réalité, qui n'appartiennent pas du tout à l'État, qui appartiennent à des multinationales occidentales et qui, de cette manière-là, pilotent les économies dans les pays africains. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils ont des concessions avec le droit exclusif d'exploitation pendant plus de 50 ans. Imagine donc les pays africains dans lesquels on construit essentiellement au ciment, dans lesquels tu as une seule entreprise qui a le monopole pour la construction du ciment pendant 50 ans. Elle fixe les prix selon ses humeurs, sans aucune compétition possible.
comment ne pas enrichir un pays étranger en faisant ceci? Ils se sont assurés, bien évidemment, du fait que les monnaies pouvaient sortir des pays sans aucun problème au travers du système du franc CFA. Voilà pourquoi il faut détruire ce système-là et pas juste changer de nom en l'appelant ECO. C'est le mécanisme derrière qu'il faut détruire. Et donc, clairement, on a donc implémenté pas mal de choses comme celle-là qui font qu'en réalité, malgré les apparences de liberté qu'ont les pays africains, ils sont tenus par la laisse. Ils ne peuvent clairement pas faire grand-chose pour pouvoir se libérer. Voilà l'emprise que le général de Gaulle et son ami Foccart ont mis en Afrique. Et tu te rappelleras bien que depuis que le général de Gaulle est parti, peu importe qui est venu au pouvoir en France, qu'il soit de gauche ou de droite, ils se sont tous servis de ce système-là. Tout le monde sait aujourd'hui que, par exemple, le père Bongo finançait les politiciens français. Ils sont nombreux et nombreuses qui sont allés au Gabon aller chercher des mallettes d'argent pour venir financer leur campagne ici en France. Donc, je suis très amusé quand j'entends certains de ces politiciens-là donner des leçons d'intégrité, de morale ou je ne sais pas de quoi d'autre. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, tout cela, nos amis occidentaux ne le savent pas. Ils savent encore moins que la pharmacopée africaine a été la base sur laquelle les occidentaux se sont appuyés pour pouvoir créer plusieurs des médicaments avec lesquels on soigne les populations dans le monde aujourd'hui. Ils ne savent simplement pas à quel point l'essor de l'Europe s'est fait au détriment, sur le pillage de l'Afrique. Et surtout, à quel point jusqu'aujourd'hui, l'Europe continue de vivre et d'être à ce niveau de développement-là, en grande partie grâce à l'Afrique. Regarde par exemple comment est-ce que les gens s'exténuent devant des musées ici. Regarde comment plusieurs grands musées en Europe sont remplis d'œuvres, ce que l'on appelle des œuvres et des statuettes. Mais on s'est déjà demandé d'où elles provenaient. La plupart de ces œuvres proviennent de l'Afrique. Mais comment est-ce qu'elles ont fait pour quitter l'Afrique pour atterrir dans des musées en Europe? Vol, pillage, destruction. Voilà comment est-ce que ces éléments-là sont arrivés en Europe. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et pourtant, quand il faut restituer à l'Afrique ses œuvres volées, pillées, il y a encore aujourd'hui des chercheurs et des scientifiques qui viennent vous dire « Non, ne leur remettez pas, ils ne sont pas capables de les gérer ». Quand je vous dis que le mépris est dans cette affaire profondément ancrée en l'homme occidental du fait de son ignorance, il faut l'aider à guérir. Mais celui qu'il faut aider à guérir en priorité, c'est l'homme noir. Parce qu'en fait, l'ignorance dont je te parle, elle est acceptable d'un point de vue occidental parce qu'on voit bien que les cartes ont été brouillées. Le drame en réalité, c'est pas que les Occidentaux ne sachent pas tout cela. Le drame, c'est que même les Africains ne le savent pas. Les Noirs eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Et donc, de fait, on peut leur dire ce qu'on veut, on peut les mentir comme on veut, on peut les manipuler comme on veut, les rouler dans la farine comme des boulangers. Et bien évidemment, tout passe comme une lettre à la poste. Oui, parce que pour beaucoup de personnes, la colonisation, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps et il faut que les Africains arrêtent de se plaindre. Oui, c'est vrai qu'officiellement, je te le rappelle, tout a été signé en 1960. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est réellement? Figure-toi qu'il y a de cela quelques années, Bolloré postulait au Cameroun pour la gestion du port autonome de Douala, l'un des plus grands ports sur la côte. D'accord? Il y a une liste de prétendants parmi lesquels Bolloré et au terme donc de l'étude de tous les dossiers, quand on regarde ce que chacun des postulants propose de faire pour le port par rapport à sa gestion, on retient une shortlist de 3 entreprises dans laquelle Bolloré ne figure pas du tout. Et attention, dans cette shortlist-là, quand quelqu'un sait faire les achats, moi j'en ai fait pas mal, des achats industriels notamment, et bien quand on est dans une shortlist, le gagnant sort forcément de cette shortlist-là. Et bien qu'est-ce qui va se passer quand l'État du Cameroun a publié une liste en ne mettant pas Bolloré dedans? Et bien comme par hasard, François Hollande, président de la République française, décide de faire un tour au Cameroun, chose qui n'était plus arrivée depuis très longtemps, qu'un président français vienne au Cameroun. Et bien qu'est-ce qui va se passer avec l'arrivée de François Hollande? Il se trouve que quelques jours après son départ du Cameroun, et bien comme par hasard, comme par magie et par enchantement, Bolloré se retrouve dans la course et finit par, tiens-toi bien tranquille, gagner la gestion du port. Comment est-ce possible? Influence quand tu nous tiens. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, et certainement ces deux scientifiques non plus, c'est que l'Europe en réalité aujourd'hui a désespérément besoin de l'Afrique. L'Occident a besoin de l'Afrique comme débouché pour ses industries. Imagine si les 2 milliards d'Africains devenaient un marché de consommation interne et efficace. Cette simple idée-là fait perdre le sommeil à tous les ennemis de l'Afrique. Et pourtant, c'est clairement ce vers quoi nous devons aller et c'est aussi ce qui est fortement combattu. Oui, il faut simplement se le dire. Aujourd'hui, les marchés sont saturés en Europe. Les constructions ne sont quasiment plus à faire. Tout est quasiment construit. Aujourd'hui, en Europe, on casse pour recommencer. En Afrique, tout est à construire. Et donc, pour que l'économie européenne continue de pouvoir se stabiliser, il faut qu'elle puisse aller travailler ailleurs. Il y a donc tout intérêt à maintenir l'Afrique pauvre pour que les entreprises occidentales y trouvent du travail. Parce que figurez-vous que si les Africains commençaient à créer des entreprises et que ces entreprises-là gagnaient des marchés et construisaient leur continent, ce vers quoi nous militons sur cette chaîne, eh bien, on sera en train d'effriter et détruire ce système-là.
Clairement, parce que ce système-là repose sur cette domination-là. Il faut que les Africains restent dans l'ignorance, qu'ils ne maîtrisent aucune technologie, parce qu'ainsi, ils seront obligés de sous-traiter chez les Occidentaux qui viendront donc avec leur technologie, avec le rôle du sachant et du messie pour délivrer les Africains de leur ignorance. Tout cela nous ramène donc finalement au même point, l'économique. Que faire donc pour s'en sortir? Je commencerai par te dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut clairement pas faire, c'est s'attendre à ce que le salut nous vienne d'autres personnes. Il faut arrêter de croire qu'une pétition va changer les choses. On en a fait tellement des pétitions. Qu'est-ce qu'elles ont donné? Quand Sarkozy a parlé en Côte d'Ivoire, les intellectuels se sont levés, ont écrit, ont fait des articles. Qu'est-ce que ça a produit? Pas grand-chose. Prenons notre cas de figure pour que tu te rendes compte à quel point c'est méprisant. Toujours au Cameroun, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la France a mené pendant les moments des indépendances une guerre cruelle au Cameroun dont il n'est question nulle part. Une guerre qui aurait tué près de 400 000 personnes, d'après les chercheurs et les historiens. 400 000 personnes dans le silence absolu. Est-ce que tu imagines ce que ça représente? 400 000 personnes dans une guerre secrète dont personne n'est au courant. Et pourtant aujourd'hui, plus le temps passe, plus les éléments reviennent par rapport à cette guerre-là. Et tiens-toi tranquille, François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, était venu au Cameroun et il lui a été posé la question par un journaliste brave. Monsieur François Fillon, que répondez-vous à ceux qui ramènent sur la table le génocide commis par la France au Cameroun pendant les années d'indépendance? Et là, François Fillon a nié comme jamais. Je suis désolé, mais ce génocide n'a jamais existé. Une telle histoire n'existe pas. Je ne sais pas d'où est-ce que ça peut exister. D'où est-ce que ça sort ça? La France n'a jamais commis quelque chose de pareil. C'est inacceptable d'accepter d'entendre ce genre de critique. Ok. On a compris la position de la France. Quelque temps après, François Hollande, lors de son fameux séjour pendant lequel les choses ont basculé pour Bolloré, quand il est arrivé au Cameroun, un autre journaliste lui a reposé la même question. Et là, François Hollande a dit, oui, il s'est passé des choses au Cameroun, nous devons sortir les archives et vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais clairement, la France a eu un rôle dans ce qui s'est passé ici. C'est un rôle sombre, c'est un rôle triste, patati, patata, je paraphrase bien sûr. Mais clairement, François Hollande a admis ce que François Fillon avait nié quelque temps auparavant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre François Fillon et François Hollande? Vous pensez que c'est entre-temps, il y a eu comme une illumination? Non, pas du tout. La pression. La pression a fait que de plus en plus, on se rend compte que tout le monde est au courant de ça. C'est un secret de polichinelle. Ça ne vaut donc plus la peine de le cacher. Il faut en parler. Voilà comment est-ce que le sujet est devenu public, à tel point que même la France a fini par l'admettre. Mais jusqu'aujourd'hui, bien évidemment, comme d'habitude, tout est en stand-by. Qu'est-ce qu'il en est? On a besoin des archives pour davantage comprendre, que l'on déclassifie tous les documents et que la vérité soit dite par rapport à cette histoire-là. Mais ce qui s'est passé au Cameroun s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lumumba? Qu'est-ce qui s'est passé avec les nationalistes qu'on a assassinés? On doit avoir la vérité sur toutes ces histoires-là. C'est notre histoire, mais les Occidentaux, l'Occident aussi, doit connaître cette histoire. Il faut que l'on se regarde en vérité et que l'on se dise les choses telles qu'elles se sont passées et que l'on arrête de se cacher derrière des mensonges. Parce que tant que l'on repousse, tant que l'on cache, tant que l'on masque la vérité, alors ceci est le meilleur moyen de pouvoir attiser la haine et maintenir malheureusement le racisme. Parce que quand on écoute des propos comme ceux de ces deux professeurs-là, qu'est-ce que vous pensez que les gens en Afrique voient? Qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est qu'on nous prend ici pour des cobayes et ce sont les Blancs qui font ça. Donc bien évidemment, la réaction primaire, c'est de dire les Blancs sont les ennemis des Noirs et il faut pouvoir les combattre. Qui veut de ça? La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est se confier en les associations, les ONG, ce genre de groupements-là qui sont supposés défendre les droits des hommes. Non, bien des fois, malheureusement, là aussi, ils défendent les droits des Occidentaux et pas des hommes. Prenons des associations ou des ONG comme Transparency International qui passent la plus grande partie de son temps à dénoncer les choses qui se passent en Afrique. On dirait que c'est une ONG faite pour l'Afrique, Transparency International. Où est-ce qu'ils sont quand il y a des détournements en Europe? Je ne les vois pas faire des enquêtes ici. Ils ont pourtant fait des enquêtes pour surtout les chefs d'État africains pour parler de toutes les fortunes qu'ils détournent. Ok, mais pourquoi ils ne parlent pas de Jérôme Cahuzac? Pourquoi ils ne font pas des enquêtes? Je veux dire, en France, tout le monde sait que les détournements par année, rien que par année, suffisent à couvrir la dette de la sécurité sociale. Tous les juges donc qui passent leur temps à aller faire les tracts derrière les fils d'Obiang Nguema et ainsi de suite. Il n'y a pas de sujet à traquer en France. Ces juges-là sont au chômage. Ils n'ont rien à faire ici et ils s'ennuient tellement qu'il faut qu'ils aillent chercher des affaires en Afrique. Attention, je ne suis pas en train de valider ce que les uns et les autres font en Afrique. Je questionne juste ce système de justice dans lequel on va regarder ce qui se passe chez les autres et on ferme les yeux sur ce qui se passe chez soi. Comment expliquer donc que tous ces juges, avec tous les détournements et toutes les fraudes qui sont commises en France par des Français, se taisent? Qu'ils ne s'attaquent pas à ces sujets-là, mais qu'ils deviennent spécialistes des détournements de fonds par les fils de présidents et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se taisent sur des affaires qui se passent en France? Et d'ailleurs même, regardons un peu l'absurdité de ce type de processus-là. Quand l'on va donc décider d'attaquer Obiang Nguema, le fils du président, ok,
il est reconnu d'avoir détourné les fonds. Ok, on saisit son immeuble particulier à Paris, on saisit ses belles voitures, ainsi de suite. Où va l'argent? Où va l'argent? Parce que si on remet l'argent à l'État, d'accord, on est en train de remettre l'argent à la famille Obiang. Donc, je prends la famille Obiang pour remettre à la famille Obiang. Quel est l'intérêt? Si ce n'est médiatiser ça pour ridiculiser, jeter le discrédit. Et bien évidemment, comme d'habitude, fermer et taire ce qui se passe chez nous. C'est inacceptable de nos jours. En tout cas, chacun d'entre nous, bien évidemment, décide de savoir en qui est-ce qu'il se confie. Mais moi, clairement, ce type d'ONG, ce type de justice à 2 niveaux, je n'y crois plus. Que peut-on donc faire? Eh bien, c'est ce que j'ai commencé à dire, si tu as compris un peu ma logique, c'est de se battre là où ça compte, là où ça fait mal, l'économique. Aujourd'hui, l'objectif, clairement, c'est d'empêcher que l'Afrique émerge économiquement. On ne veut surtout pas que l'Afrique émerge comme l'Asie. Parce que si l'Afrique émerge comme l'Asie, où est-ce qu'on va aller encore comme débouché? Regardez ce qui se passe en Asie maintenant. Les marchés que les Européens vont gagner là-bas sont très faibles. Très, très faibles. Parce que les Chinois, les Asiatiques en général, pas que les Chinois d'ailleurs, savent pour la plupart d'entre eux se prendre en main, se prendre en charge et travailler pour que leur pays se développe. Quand tu vas regarder ce qui se passe chez nous, eh bien, on essaie justement, au travers des différents systèmes dont on a parlé beaucoup plus tôt, de nous maintenir dans le même type d'endroit. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui d'aller faire des pétitions? Peut-être, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas moi le cheminement que je veux prendre. Le chemin que je veux prendre, c'est celui de l'économique. Voilà pourquoi est-ce que j'accorde beaucoup d'importance à la création de business et à de grands business. Parce que si demain nous créons le futur Facebook, si nous créons demain le futur WhatsApp, l'Afrique a la population la plus grande dans le monde en croissance. Si nous créons ce genre de système dans lequel nous avons les données de notre continent et que nous prenons ceux des autres continents, ben, on va commencer à peser lourd dans le game. Aujourd'hui, on sait que Facebook fait peur au monde entier parce qu'ils ont les données de tellement de personnes. Mais pas que Facebook. Toutes les grosses applications, toutes les grandes entreprises ont un impact sérieux sur le monde. Aujourd'hui, si la France veut déstabiliser un État, elle n'a plus besoin de faire un coup d'État. Elle n'a plus besoin d'armer ou désarmer un groupe, pas du tout. Ces entreprises suffisent à mettre à plat nos pays parce que nous ne produisons rien. Nous sommes tout le temps dépendants de l'Occident. La main qui te nourrit est la main qui te dirige. Voilà comment ça marche. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes nourris par des autres alors que nous avons les terres, ce qui est absurde. Mais tout ce que nous faisons quasiment est produit à l'étranger. Et tant que nous n'inversons pas ce rapport-là, tant que les Africains ne deviennent pas majoritairement présents dans leurs économies, on peut faire ce que l'on veut. On n'ira nulle part. Regarde le cas du Nigeria, première économie africaine. Quand tu regardes le top 10 des personnes les plus riches au Nigeria, tu n'as quasiment que des Nigérians dans la liste. Mais regarde le même top 10 dans les pays francophones. Tu vas voir que tu as plein d'Occidentaux dans la liste. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que nos économies ne sont pas détenues par des locaux, par des nationaux. Nous devons donc vraiment nous battre avec notre dernière énergie pour posséder nos économies. Et ça, on peut le faire parce que les systèmes en place, en réalité, ils ne sont pas si forts que ça. Si on est vraiment nombreux à se lancer là-dedans, et pas individuellement, mais si on est collectivement nombreux à se lancer, à créer des business, il y aura des failles et plusieurs champions d'industrie vont naître. Mais pour ça, il faut que l'on ait la stratégie, la volonté, l'idéologie de se lancer, non pas individuellement, mais ensemble. Voilà en tout cas moi ma réponse à la polémique créée par ces deux médecins sur cette antenne-là dans laquelle ils s'exprimaient et parlaient en réalité de ce que tout le monde sait. D'accord? Dans le domaine médical, on sait que ce genre d'expériences sont souvent faites. Malheureusement, elles sont souvent faites en destination du peuple africain. Et en plus, ce que l'on vient de tester sur place, ce n'est pas ce qui avait été promis auparavant. Mais comme en plus, on n'a même pas les moyens de vérifier quoi que ce soit et que l'argent qui est donné n'arrive même pas chez les personnes que l'on teste, et bien au final, qu'est-ce que tu veux? C'est toujours nous qui sommes les dindons de la farce. Mais bien maintenant, tu as toi aussi le choix de ton côté. Soit tu décides d'agir de manière efficace, constructive pour que les choses changent, soit tu continues simplement de te plaindre. Mais si tu veux que l'on en parle de manière efficace, constructive, pour pouvoir se dire ce que l'on peut faire ensemble, rendez-vous ce soir donc à 22 h, heure de France, en direct sur cette chaîne Investir au pays pour pouvoir parler de cette thématique-là. Et ce soir, si tu ne peux pas être là, tu peux venir demain, après-demain. Nous avons désormais ce type de moment d'échange-là, constructif, pour pouvoir décider de ce que l'on peut faire pour faire changer les choses. Parce que, comme le président du Ghana l'a dit, peu importe là où vous êtes sur la planète, si vous êtes noir, tant que le continent noir sera pauvre, cette honte-là va vous être collée à la peau. Et puis parlons de honte, il faut que les Africains arrêtent d'avoir honte d'être noirs. Parce qu'en réalité, quand on connaît l'histoire, la honte n'est pas de notre côté, elle est de l'autre côté. C'est aux autres d'avoir honte. Quand tu violes, quand tu tues, quand tu braques, ce n'est pas la victime qui doit avoir honte. C'est toi, le cambrioleur, qui doit avoir honte de ce que tu fais. Mais aujourd'hui, le cambrioleur se pavane, fait du bruit, alors qu'en réalité, c'est lui le meurtrier. Et ça, il faut que ça change. Je compte sur vous pour distribuer cette vidéo massivement. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord de ce que j'ai dit. C'est normal. Je suis d'accord pour pouvoir écouter la contradiction dans les commentaires. Tu peux en parler. Ce soir, en direct, tu peux appeler pour pouvoir aussi donner ton point de vue là-dessus. Mais je veux que ce type de sujet-là nous occupe
et que l'on en parle, plutôt que ce soit la musique et l'humour qui nous occupent en permanence. Retrouvons-nous pour parler de choses sérieuses, constructives, pour bâtir ensemble et pas juste pour rigoler, quoi. Il est temps aussi que cette image du noir qui n'est là que pour amuser la galerie change. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Donc rendez-vous ce soir et je te dis à très bientôt.